Merci, bonsoir à tous. Merci aux archives départementales de nous accueillir. Merci à la Société d'Histoire. Et je remercie tout de suite Dimitri, que les archives ont gracieusement mis à ma disposition pour assurer la logistique. L'histoire contemporaine, j'ai envie de dire l'histoire immédiate, parce que les années 60, nous les avons tous connus. Parler des années de cette période n'est pas facile parce que pendant les 50 dernières années, on ne pouvait le faire qu'avec des témoignages. Vous savez que dans les archives, il y a une loi des 50 ans qui fait qu'un certain nombre de documents deviennent accessibles au bout de 50 ans. Les années 60 ont ceci comme spécificité qu'elles sont tellement intenses eu égard à la vie politique, la répression qui l'a accompagnée, que même dans ce domaine, les 50 ans n'ont pas toujours été respectés. C'est vrai. Hein? Je suis un des premiers à bénéficier de cette divulgation de documents au bout de 50 ans. Qu'est-ce qu'on nous a donné? Les dossiers des préfets, les dossiers des renseignements généraux. Ça ne va pas chercher beaucoup plus loin. Et pourtant, mon travail, celui dont je vais parler ce soir, il est en grande partie basé sur ces sources et surtout sur les dossiers de Jacques Faucard. Alors, Jacques Faucard, pour ceux qui ne le connaissent pas, est né en Guadeloupe, à Gourbert. Il y a passé une partie de son enfance. Son père était maire de Gourbert. Mais c'est surtout quelqu'un qui va faire carrière chez les gaullistes, puisque dès 1947, il est en charge de la politique de l'outre-mer. Et ensuite, lorsque De Gaulle arrive au pouvoir en 1958, il devient son bras droit. Tout le monde connaît le Faucard France-Afrique. Ce qu'on oublie trop souvent, c'est qu'étant antillais, il n'a jamais lâché les Antilles. Et non seulement il y a fait plusieurs voyages, plusieurs séjours, mais il a créé un réseau de relations qui l'informe de tout. Et j'ai obtenu des dérogations pour aller dans les dossiers de Faucard. Alors je vous dis bien, on m'a accordé certaines, on m'a refusé d'autres. Il y a pas mal de documents qu'on mettait 3-4 jours à me fournir aux archives nationales. Et parmi eux, il y avait des enveloppes qui manifestement avaient été fermées le matin même et agrafées avec interdiction d'y toucher, interdiction d'ouvrir. J'en profite pour parler de mon amie Karine Sitchan, qui, à l'époque où moi je commençais à terminer mon travail de recherche, commençait le sien. Et donc, on s'est croisés plus d'une fois aux archives nationales. Pourquoi je parle d'elle? C'est parce qu'elle a aussi obtenu des dérogations pour les dossiers de Faucard. Sauf que, je lui faisais la remarque chaque fois, je lui ai dit, mais pourquoi on t'a donné que ça? C'est-à-dire que des dossiers que moi j'avais étudiés 2-3 ans avant et avaient été réduits à la peau de chagrin, c'est-à-dire que vous avez perdu en épaisseur 20 cm parce qu'on ne les lui donnait pas. Elle a même dû faire un courrier au ministère de protestation qui n'a pas servi à grand-chose. Le responsable avait simplement changé. On avait nommé un réunionnais, je crois, et lui, plus d'une fois, je lui ai fait remarquer qu'il trichait, il ne rendait pas service aux chercheurs, et il niait. Bon, façon de vous dire que l'originalité de nos travaux, c'est que nous avons bénéficié de sources souvent inédites, ce qui nous amène à reconsidérer un petit peu l'essentiel de ce qui avait déjà été écrit. Ça ne veut pas dire que tout ce qui a été écrit était mauvais, mais grâce à l'apport de ces sources nouvelles,
nous avons pu aller sur des terrains que personne n'avait explorés jusque-là. J'aurai l'occasion d'en parler un peu plus longuement tout à l'heure. Alors, les années 60, ce sont les années gaullistes. Les années où De Gaulle, vous savez, De Gaulle arrive au pouvoir en décembre 58 et il démissionne en avril 69. De Gaulle et les Antilles, c'est une vieille histoire, une longue histoire. Peut-être pas forcément à cause de l'appel du 18 juin, parce que même si ça faisait très bien, en particulier pour les anciens combattants, de dire qu'ils ont entendu l'appel, ils écoutaient la radio comme par hasard ce jour-là, ils écoutaient la BBC, excusez du peu. Ce n'est pas tellement l'appel du 18 juin, mais c'est surtout le fait que, n'oublions pas que ce sont les gaullistes qui libèrent les Antilles et la Guyane française. Même si en Guyane, c'est un petit peu plus controversé, puisqu'il y a un conflit entre giroudistes et gaullistes. Mais la Guadeloupe et la Martinique, en juillet 1943, sont libérés par le haut-commissaire Oppenau, qui est le représentant des FFL, le représentant des forces françaises libres du général de Gaulle. Et donc, il y a déjà ce prestige issu donc de ces événements dont je vous parle, mais surtout le voyage de Gaulle en 1956. De Gaulle fait un voyage dans une grande partie des colonies, et en particulier, il vient en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe. Il déplace des foules de façon impressionnante. Il fait la tournée pratiquement des communes, et son voyage a un succès extraordinaire. Ceux qui s'en souviennent savent qu'il a même pris un cyclone à Basse-Terre, le cyclone de 1956. Et d'ailleurs, on dit que chaque fois qu'il venait en Guadeloupe, il y avait un cyclone la même année. De Gaulle a déplacé des foules, les gens. C'était un demi-dieu. Dans la mémoire collective, il n'y a que Schellcher qui était omniprésent comme ça dans les têtes. Et De Gaulle va réussir l'exploit de déboulonner Schellcher. Avant qu'on déboulonne les statues, De Gaulle avait déjà fait le travail, c'est-à-dire que dans le cœur des Antillais, l'amour de De Gaulle a remplacé en grande partie l'amour de Schellcher. Et je me souviens encore de ma grand-mère, l'une de mes grand-mères, le jour de la mort de Gaulle, elle était en pleurs. Et on lui dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Bon Dieu, quand la France est d'où vini De Gaulle, bon, quand la France est d'où vini, oui. Et ça, c'est extrêmement parlant de ce point de vue. Pourtant, les années de Gaulle, les années où De Gaulle est au pouvoir, la France des gaullistes n'a pas fait de cadeau aux Antillais et aux Guyanais. Elle n'a pas fait de cadeau parce que, à la source, il faut comprendre. Aujourd'hui, 19 mars, vous savez que c'est l'anniversaire de la loi de départementalisation, 19 mars 1946, même si la loi a effectivement été votée le 12, mais elle est parue au journal officiel le 19. Cette loi de départementalisation, on disait la loi d'assimilation, n'est pas une volonté du gouvernement. Ce sont nos élus qui font pression. Ils vont utiliser plein d'arguments du genre pendant 300 ans de présence française, l'assimilation est réclamée, toujours refusée. 1935, c'était le tricentenaire qui a été fêté en grande pompe. Mais chaque fois que la requête d'assimilation est faite, chaque fois elle est refusée, chaque fois ils se font jeter. Et en 1946, c'était l'opportunité. C'est-à-dire que déjà, la Première Guerre mondiale, c'est connu que beaucoup d'Antillais ont servi de chair à canon. Et le sacrifice du sang qu'ils ont opéré pendant 2 guerres mondiales, ça va peser. Je ne reviens pas sur les détails. On aura l'occasion dans 2 ans, pour les 80 ans, d'en reparler plus longuement. Mais pour comprendre ce que je vais évoquer ce soir, il faut quand même se souvenir que cette départementalisation, ce n'est qu'un texte.
Ce n'est qu'un texte. Je devrais en dire deux, mais bon, il y a la loi du 19 mars et puis il y a la Constitution de 1946 qui assimile encore davantage. Sauf que lorsque De Gaulle arrive au pouvoir en 1958, lorsque De Gaulle vient aux Antilles en 1956, il est choqué par le sous-développement chronique, la misère endémique qui règne dans ces îles. Il ne peut pas comprendre que des îles françaises, on s'est si peu occupé de ces îles. Je vous rappelle, on a plein de témoignages, notamment ceux d'Eric Williams ou de Lloyd George lui-même. Toutes les descriptions qui nous sont faites en 1946 nous disent que les colonies françaises sont les plus pauvres de la Caraïbe, les plus pauvres, vous avez bien entendu. On a du mal à le croire, mais c'est la réalité. Lisez Christian de la Baleine en 1952, quand il vous décrit Fort-de-France, vous êtes horrifiés par... Bon, bref, cette loi a fonctionné comme une partie de poker menteur. Pour une raison toute simple, c'est que on a laissé passer l'article 3 de la loi de 1946. L'article 3 disait, pour qu'une loi votée par le... C'était une loi d'assimilation, hein, mais pour qu'une loi votée par le Parlement français soit applicable dans ces nouveaux départements, il faut que ce soit expressément inséré dans la loi. Si ce n'est pas dit applicable dans notre mer, ça n'était pas applicable. Et tous les gouvernements vont jouer de ça jusqu'à Chirac. Ils vont se servir de cela. Donc, cette loi a fonctionné comme une partie de poker menteur parce qu'on n'est pas sorti de la misère, on est resté dans le même état qu'on était en 1946. Qu'est-ce qu'on nous a donné entre 1946 et 1958? Les lois fiscales, beaucoup de lois fiscales, mais pas du tout les lois sociales qui étaient attendues. Et donc, il y a un mécontentement qui explique pourquoi, à partir de 1956 et à partir de 1958, on commence à percevoir les premiers appels au divorce avec la France. Ce sont d'abord les étudiants de la GEG en 1956, les prises de position d'Aimé Césaire lorsqu'il quitte le Parti communiste en 1956 dans sa lettre à Maurice Thorez et qui va créer le PPM et surtout le premier dont je vais vous parler, la première victime en quelque sorte, qui est Justin Cataillé, qui est élu député de la Guyane en 1958. Je ne devrais pas dire miraculeusement, mais c'est-à-dire qu'il a bénéficié de la division de la droite, les deux ténors de la droite qui se sont maintenus au deuxième tour, et lui, ça lui a permis d'avoir. Alors, Cataillé, il faut savoir que Cataillé est un ancien FFL. Il a combattu avec les troupes gaullistes pendant la guerre. Il est gaulliste, il aime De Gaulle. Et de ce fait, quand il devient député, eh bien pour lui, il est l'interlocuteur idoine pour aller négocier le statut de la Guyane. Car il ne veut pas du statut de départementalisation. Il dit que c'est une catastrophe pour la Guyane. La Guyane, c'est le pays qui a toujours été délaissé. Tout le monde a en mémoire l'expédition désastreuse de Kourou, décrétée par Choiseul en 1763. Et comme si ça ne suffisait pas, ils ont encore utilisé la Guyane pour le bagne. Et donc, tout ça a pesé énormément sur le développement de la Guyane, ce qui fait que ce dont la Guyane avait besoin, c'était véritablement un changement institutionnel drastique. Et pour lui, la départementalisation, c'était une catastrophe. Elle ne pouvait pas régler les problèmes de la Guyane. C'est très clair. Et comment il entre en scène, Cataillé? C'est que De Gaulle, le 28 septembre 1958, fait un référendum pour passer à la Ve République. Et De Gaulle, qui est un petit peu traumatisé par l'expérience guinéenne avec Sékou Touré, il n'aime pas les hommes charismatiques. Aux Antilles et en Guyane, il y en a deux. C'est Cataillé en Guyane et c'est Césaire en Martinique.
De Gaulle a une peur bleue que ces deux gars-là n'entraînent la population à voter contre lui au référendum de 58. D'autant plus que l'un et l'autre ont annoncé la couleur. Ils voteront non. Non à la Ve République. Eh bien, De Gaulle va dépêcher un poids lourd, ni plus ni moins qu'André Malraux. Malraux vient, il va passer en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane. Mais en Guadeloupe, il n'y avait plus de ténor. Le ténor aurait dû être Valentino, mais il est en disgrâce. Donc, il faut renverser Kataïé et Césaire. Bon, Césaire, ça a été assez facile, parce qu'il l'a rencontré à Paris avant de revenir aux Antilles, et Césaire le reçoit, les bras ouverts. À Cayenne, ça a été beaucoup plus difficile. Beaucoup plus difficile parce que les supporters de Kataïé étaient derrière lui. Et dans le même temps où Kataïé faisait le choix de finalement accepter de faire voter oui parce qu'on lui a fait des promesses, parce qu'il a demandé un statut spécial pour la Guyane, alors qu'il est en train de changer, la population fait un accueil désastreux à Malraux. Sa voiture est caillassée à la Grande Rue. C'est le chauffeur de la préfecture qui va le sauver avec une marche arrière à sens interdit, connue. Bon, on m'a maintes fois raconté cette affaire-là à Cayenne. Mais la Guyane et même le département qui vote à 94% oui au référendum. La Martinique a dû faire 85-86%. Et la Guadeloupe, 75, je crois, ou 64, parce que le Parti communiste a fait voter non et que les communistes étaient bien implantés à cette époque. Bref, pour ce qui nous intéresse, Kataïé, député, veut que le gouvernement gaulliste tienne sa promesse. On lui a promis un statut spécial. Il ne va pas les lâcher. Sauf que, une fois que la Guyane avait voté oui au référendum, on ne reçoit plus Kataïé. De Gaulle ne l'a plus jamais reçu. Et il va entrer en conflit de plus en plus ouvert avec les différents ministres de l'outre-mer et surtout avec le préfet Erignac, le préfet de la Guyane, qui n'est pas le Erignac qui a été assassiné en Corse, mais son père. C'est son père, c'est René Erignac. Et donc, Kataïé, dans son journal Debout Guyane, vous voyez, il massacre le préfet. C'est véritablement une virulence incroyable dans ses propos. Le préfet aussi ne lui fait aucun cadeau. Le préfet demande d'ailleurs au ministre de le sanctionner, de porter plainte. Bon, je n'entre pas dans les détails. Ça va mal finir. Je reviendrai sur Kataïé, mais au niveau de la Guyane, sachez simplement que le contentieux est très fort entre 60 et 62. Très, très fort. Et Kataïé devient rebelle. Il écrit à Senghor, parce qu'il sait que Senghor est très proche de De Gaulle. Il écrit à l'ONU, il écrit à l'ambassadeur des États-Unis. Il porte à l'international le problème de la Guyane et avec des termes crus, c'est-à-dire nous sommes prêts. D'ailleurs, il dit à un moment, nous ne sommes pas des Antillais. Hein? Si on touche à un seul Guyanais, ben, il y aura des morts dans les rues de Cayenne. Hein? Parce que nous, on n'a pas peur. On n'a pas peur. Donc, Kataïé, la tension est énorme. Je reviendrai sur Kataïé. Décembre 59, il y a des émeutes à Fort-de-France. À la veille de la Noël 59, une histoire absolument banale. Un cyclomotoriste blanc qui renverse une Vespa noire, conduite par un noir. Alors, comme toujours, un gros attroupement. Les protagonistes se sont entendus, ils sont même allés boire ensemble.
Et pendant qu'ils boivent, on voit arriver les CRS qui se mettent à tirer. Personne n'a compris. Alors là aussi, comme dans chacun des éléments que j'ai évoqués, je suis parti à la recherche des causes du mal. Je suis remonté loin. Il y avait un vrai problème avec les CRS en Martinique, spécialement en Martinique. Une vieille histoire que on a oubliée, c'est le fameux 14 juillet 52, vous voyez, où il y avait une course cycliste remportée par 3 coureurs guadeloupéens. Mais la seule personne qui a reçu une coupe et qui a été célébrée, c'est le 4e qui était Martinique. Les militaires guadeloupéens l'ont très mal pris. Ils ont commencé à protester, ils sont descendus dans les rues et un CRS aurait été piqué par un soldat guadeloupéen. Ils ont étouffé l'affaire entre l'armée, les CRS, bon, ils ont étouffé l'affaire. Mais les CRS avaient une revanche à prendre. Ils utilisaient cet argument régulièrement. Ils étaient revanchards. Il y a dans les archives plein de plaintes contre les CRS pour diverses raisons, jusqu'à ce fameux jour de 1959. Alors, qui est responsable de ça? De toute évidence, il s'agit des Pieds Noirs. Les Pieds Noirs, les rapatriés, je ne dirais pas d'Algérie, d'Afrique du Nord, qui avaient fui donc l'Afrique du Nord ou qui avaient été chassés par les indépendances, parce que le Maroc et la Tunisie étaient indépendants depuis 1956, et qui avaient un comportement désastreux. Ces gens-là vont oser, en 1951, réclamer un statut spécial pour eux, c'est-à-dire un peu l'importation du code de l'indigénat. Ils voulaient que les nègres puissent marcher devant eux et les respecter. Ça leur a été refusé. Mais ils vivent entre eux, ils vivent en communauté, et c'est un de ces Pieds Noirs qui a alerté les CRS en disant qu'on essayait de massacrer un blanc. Ils sont arrivés, ils n'ont pas posé de questions, ils se sont mis à tirer. Ouais. Au bilan, 3 morts. 3 jeunes garçons de 15-18 ans qui sont tués. Il faut voir les gesticulations et du préfet, mais ce n'était pas tout à fait le préfet qui était là, c'était le secrétaire général. Il y avait un changement de préfet en cours, mais surtout du ministre. Et le ministre, ce n'est pas n'importe qui, c'est Jacques Soustelle. Jacques Soustelle, qui a joué un rôle considérable dans les événements de mai 58 en Algérie. Et Jacques Soustelle, qui a reçu le poste de ministre de l'Outre-mer en 1958. Sauf que Soustelle fait partie des gens qui, dans ce gouvernement ou autour de De Gaulle, n'ont pas accepté la décolonisation. Ils n'ont pas accepté. Le plus connu d'entre eux, c'est évidemment Michel Debré, qui est le Premier ministre de l'époque. Michel Debré il a toujours été contre la politique algérienne de De Gaulle, alors qu'il est Premier ministre. Et Debré va même démissionner un mois après les accords d'Évian, donc en avril 62, démissionne comme... Et ensuite, il se fait élire député. Il demande au député de la Guyane, qui avait déjà presque 80 ans, pas de la Guyane, le député de la Réunion, de démissionner pour lui laisser le poste. Et il va devenir pour plus de 20 ans le député de la Réunion. Et croyez-moi, les Réunionnais ont dégusté avec Debré. Et le troisième larron, c'est évidemment Foccart, dont je vous ai déjà parlé, qui se trouve être le bras droit de De Gaulle. Le bureau de Foccart à l'Élysée jouxte directement celui de De Gaulle. Et on a su par la suite que tous les chefs d'État ou de gouvernement que De Gaulle recevait
lui, Foucault, dans son bureau, écoutait les conversations. Ils avaient mis en place un système, il était au courant. Bon, il savait tout. Et lui aussi, évidemment, ne veut pas entendre parler de décolonisation, mais enfin, bon, on sait comment il va gérer ça au niveau de l'Afrique, on sait moins comment il l'a fait au niveau des Antilles. À la suite de ces événements de 1959, les intellectuels antillais se mobilisent. Et ils vont former, leur première réunion officielle à Paris, c'est le 14 janvier 1960, ils vont former le Front Antillo-Guyanais. Alors, le Front Antillo-Guyanais, vous les avez ici, de gauche à droite, vous avez Marcel Manville, vous avez Glissant, Ephraim Marie-Joseph et Albert Béville. Albert Béville qui est guadeloupéen, les trois autres sont martiniquais. Et Béville, lui aussi. Alors Béville, c'est un peu l'intellectuel du groupe, je veux dire l'idéologue, je préfère dire comme ça, l'idéologue du groupe. Béville, fort de son expérience de fonctionnaire en Afrique, a une maîtrise extraordinaire des problèmes de décolonisation. Et ce groupe, le Front antillais, antillo-guyanais, va avoir une vie très éphémère, tout simplement, parce qu'il fait peur au pouvoir. Ils ont une analyse de la situation qui humilie littéralement le pouvoir. C'est-à-dire montrer comment ce qu'ils qualifient donc de colonialisme et la départementalisation sont des échecs qui ne nous mènent qu'à une impasse. Et ils prennent justement, ils s'appuient sur le fait que toutes les violences que ça va générer sont le résultat de promesses non tenues et de dérives. Bon, je n'ai pas le temps, mais vous verrez dans l'ouvrage, j'ai détaillé complètement leur programme politique et économique. Ils font peur. Alors, ils auront une seule manifestation en dehors de la France. C'est ce qu'on appelle le colloque de la Gauloise. Ça se passe à Basse-Terre, où on annonce l'arrivée de Kataillé et de Césaire. Kataillé en était déjà à son deuxième séjour en Guadeloupe, où il vient faire des conférences parce qu'il veut entraîner les Antillais dans sa requête de statut spécial. Mais il faut savoir que tous ces types du Front antillo-guyanais sont sous surveillance. Béville est interdit de séjour aux Antilles depuis 2 ans. Glissant va être expulsé de la Guadeloupe. J'ai retrouvé une lettre de Debré qui demandait de ne pas laisser Maître Manville rentrer en Martinique pour défendre les gars de l'OJAM. On va y revenir. Bref, ils sont surveillés. Le colloque de la Gauloise, on l'appelle d'ailleurs le colloque de la Gauloise à tort parce qu'il était prévu au club de la Gauloise de Basse-Terre. Mais le maire de Basse-Terre, Gaston Feuillard, organise une manifestation monstre avec plein de camionnettes. On ne les voit pas. Ouais, je t'ai dit, laisse tomber. Avec des camionnettes, et il a mis des panneaux partout dans la ville. Kataillé, Césaire, dehors, on ne veut pas de vous. Guadeloupéens, pensez à vos allocations familiales. On ne veut ni rouble, ni dollar chez nous. C'est la France. Bon, Feuillard prend le contre-pied complètement de leur politique. Et finalement, le colloque va se tenir, va se déplacer chez Emilio Martini. Vous savez, c'est un garagiste qui était en face de l'actuel bureau de poste. Et donc, c'est là que le colloque. Mais là où c'est impressionnant, c'est le nombre de participants, le nombre de signataires, aussi bien de Guadeloupe, de Martinique que de Guyane, des personnalités véritablement qui ont fait le déplacement, et les prises de position qui sont très nettes, évidemment, qui condamnent, qui demandent un changement de statut, et qui... Alors, Césaire n'est pas venu finalement. Béville envoie un courrier dans lequel
comme il est interdit de séjour. Donc, il développe un petit peu ses théories. Mais surtout, ça se passe donc en début avril 61. 2 semaines plus tard, ils ont une grande manifestation les 22 et 23 avril 61 à Paris. Et là, véritablement, si le Front anti-guyanais vous intéresse, vous pouvez lire tout ce qui est sorti de ce colloque parce qu'il a été impressionnant au niveau de sa richesse intellectuelle, des revendications. Le pouvoir est aux abois. Le Front anti-guyanais ne survivra pas 3 mois après cette réunion. Debré convoque à Paris les 4 préfets des DOM. Il les reçoit. Il les écoute et il prend un certain nombre de mesures. Notamment, il décide d'installer une antenne de la DST dans chacun des départements. Il décide de combattre toute velléité de protestation contre le gouvernement. C'est-à-dire que pour comprendre cela, il faut se rappeler que, je vous ai dit, la 4e République n'avait rien fait. Mais De Gaulle, en arrivant, va faire voter une loi programme qui donnait du développement sur 4 secteurs, les hôpitaux, les écoles, la radio-télévision, vous voyez. C'était la sortie de la misère et la rénovation urbaine de Pointe-à-Pitre, Fort-de-France, Cayenne. Il va débloquer de l'argent. On n'a jamais autant construit d'écoles, jamais autant construit de routes et d'hôpitaux, c'est vrai. Sauf que la politique des gaullistes, c'est la carotte et le bâton. On vous a donné ça, mais surtout vous la fermez. Donc, pas question d'accepter la moindre protestation. Là, tout est combattu et à partir de là, on se souvient que les journaux étaient censurés, les journaux qui arrivaient de France avec des articles étaient bloqués à l'aéroport. Beaucoup d'entre nous ont connu cette époque. On se souvient comment la répression était tous azimuts. Finalement, la décision est prise de dissoudre le Front anti-guyanais. Il est dissous. Et donc, le gouvernement, et il faut aussi que je dise quelque chose, Debré décide dans ce contexte de nommer à la tête du secrétariat de l'Outre-mer un homme qui s'appelle Max Moulin, qui avait autrefois dirigé les services de renseignement généraux en France et qui avait fait tout le sale boulot en Algérie. Debré dit que c'est cet homme-là que je veux. À partir du moment où Max Moulin est nommé, on voit tout va changer. C'est la politique de répression, elle devient coercitive, elle devient et la première cible s'appelle Kataï. La première cible Kataï. Max Moulin, à peine nommé, s'installe à Cayenne pendant 1 mois et il travaille, le préfet, il travaille les partis politiques d'opposition. Il fait ça. Nous sommes en janvier 62. Or, le même mois, et ça, je l'ai découvert dans les archives parce que personne n'en parlait, ils ont fait une reconstitution clandestine du Front anti-guyanais. Reconstitution clandestine dans laquelle on va trouver des gens qui n'y étaient pas, qui n'étaient pas au Front anti-guyanais, mais qui sont signataires. Il s'appelle Kataïé, il s'appelle Césaire, il s'appelle Barré le Réunionnais. Bref, ils viennent s'ajouter à tous les gens du Front anti-guyanais et on va chercher Élie Blancourt, qui est un ancien combattant aveugle et originaire des Antilles, comme président.
Et là, je crois que c'est mon opinion. Le pouvoir a décidé de frapper fort. Vous avez des émeutes à La Réunion en février 62, réprimés. Et puis vous avez l'affaire des légionnaires en Guyane. Imaginez que début mai, un courrier arrive. Le ministre des Armées, Pierre Messmer, a décidé d'installer une antenne de la Légion en Guyane. On ne parle pas encore véritablement de Kourou, on parle de la Guyane. Et ça soulève une vague de protestation. La classe politique guyanaise conteste, projette, on ne veut pas, ça provoque des manifestations. Et surtout, une grande manifestation qui est prévue le 14 juin. Le 14 juin 62, vous avez, la manifestation est prévue aux 14 heures. Dès midi, vous avez des gens qui sillonnent la place des Palmistes, mais aussi le quartier le siège du Parti socialiste guyanais. Or, le préfet reçoit de Paris à midi l'ordre d'interdire la manifestation, alors que les gens sont déjà sur place. Donc on va les encercler et les tabasser toute une après-midi. Ça se passe très mal, le sang coule. Il y a beaucoup d'interpellations, il y a des gens à l'hôpital. Les amis de Kataye, je pense notamment à Jules Gaye, envoient un télégramme à Kataye, à Paris. Kataye demande la parole à l'Assemblée nationale pour dénoncer ce qui se passe en Guyane. Chaban Delmas, président de l'Assemblée nationale, lui coupe la parole. Et à ce moment-là, il dit, c'est la dernière fois que j'interviens dans cet hémicycle. Je rentre dans mon pays et vous verrez de quel bois ça va chauffer. Château de Chantilly, le 22, et vous connaissez la fin, ça se termine à Café-Yerdé. À bord, il y a aussi Béville, pourtant interdit de séjour depuis 3 ans. Qu'est-ce qu'il fait à bord? Et il ne l'a pas fait clandestinement, parce que Michel Bangou m'a toujours dit, c'est moi qui ai emmené Béville à Orly. Je lui ai demandé, mais tu n'as pas peur? Béville m'a répondu, c'était les dernières paroles que nous ayons échangées, mais non, ces choses-là ne se font plus. Et le troisième larron, figurez-vous, s'appelait Aimé Césaire. Il était sur le vol, la session parlementaire est définie, il rentrait. Chacun interprétera à sa façon. Moi, je peux même vous donner la date, le 4 décembre 1983. Je me retrouve à Orly, sur le même vol que Césaire. Pourquoi je me rappelle de la date? Parce que j'avais soutenu ma thèse la veille, donc c'est une date qu'on n'oublie pas. Et comme j'avais fait la connaissance de Césaire en colloque à Bordeaux, donc il y avait du surbooking ce jour-là, l'avion a eu 3-4 heures de retard, on a eu le temps de discuter une vingtaine de minutes. Je vous jure que j'ai posé à Césaire cette question à propos de la mort de Kataye et du Boeing. Césaire m'a dit, oui, je vous confirme que j'étais sur ce vol. Mais quand je suis arrivé à Orly et que j'ai vu Kataye et surtout Béville à la cafétéria, je leur ai dit, vous ne trouvez pas louche qu'on nous ait mis tous sur le même vol? Et j'ai préféré ne pas voyager. Bon. D'autres sources prétendent qu'il aurait été prévenu. La propre sœur de Kataye m'a dit qu'on avait glissé sous la porte de Kataye un mot pour lui dire ne prends surtout pas l'avion. Écoutez, ça fait 40 ans que je travaille sur cette question. En temps et en heure, je dirai ce que j'ai à dire, et ce que j'ai découvert et ce que j'ai à découvrir. Mais c'est tout sauf une coïncidence. Tout ce que je peux dire pour l'instant, c'est tout sauf une coïncidence. D'ailleurs, le responsable
du bureau enquête accident à Paris, qui me connaît parce que je le tarabuse depuis si longtemps. Il y a un dossier qu'on m'a refusé pendant 15 ans. Quand on m'a autorisé, je suis parti. J'arrive à Paris, on me dit, ah non, on ne peut pas vous le donner. J'ai demandé à voir le responsable. Il m'a dit, écoutez, et il y a dans ce dossier des choses qui ne sont pas déclassifiées, donc on ne peut pas vous le donner. Donc je leur ai dit, donnez-moi le reste, puisque j'ai l'autorisation. C'est ce qui s'est passé. Et j'ai compris beaucoup de choses, malgré tout. Mais en tout cas, le crash du Boeing Château de Chantilly met fin définitivement à l'épisode du front antillo-guyanais. On n'en parle plus. Il faut aussi quand même dire qu'il y avait déjà des tensions à l'intérieur de ce front. Les Guyanais faisaient un petit peu Bonaparte. On connaît la vieille rivalité entre les Guyanais et les Antillais. Et donc, ils ne voulaient pas s'embarquer dans des aventures contre la France aux côtés des Antillais qu'ils trouvaient un petit peu virulents. Les Martiniquais ne trouvaient que les membres guadeloupéens étaient trop violents. Ils allaient trop vite, ils allaient trop loin. Donc, ils freinaient. Et les Guadeloupéens, de leur côté, ils déploraient que ça parte dans tous les sens. À l'arrivée, ça va accoucher de quoi? En Martinique, ce sera la création de l'OJAM. En Guadeloupe, ce sera la formation du GONG, à peu près au même moment. 1963. On va dire 63. Ça se profilait déjà un peu fin 62, mais on sait qu'en 63, alors en Martinique, les choses vont s'accélérer parce que, en plus des émeutes de 59, vous avez les émeutes de mars 61 à la Martinique. Une histoire complètement stupide. Une grève d'ouvriers dans la Canne. Deux arrestations arbitraires des gendarmes. Les ouvriers sont encore plus en colère. Ils vont s'en prendre à la Jeep, à la voiture de M. Aubéry. Ça devient l'affaire Aubéry. Aubéry, c'était le patron dans la Canne. Ils vont renverser sa voiture, vous voyez, dans les rues. Mais surtout, cette affaire-là aurait pu se régler très facilement. Le maire du Lamentin, Georges Gratian, qui est un tribun hors pair, il va voir le procureur dimanche après-midi. Il obtient du procureur à 16 h la libération des deux hommes qui avaient été arrêtés le matin. Il est 19h30, les gendarmes font du zèle, ils n'ont toujours pas libéré les gars. Et c'est exactement ce que Georges Gratian disait au procureur. Si vous laissez arriver la nuit, je ne réponds pas des actes des gens. Et c'est ce qui va se passer. Parce que Aubéry, quand on a renversé sa voiture, il s'est réfugié dans une maison. Et ils ont commencé à défoncer la maison. Donc les gendarmes, sur le coup de 19h30, ont tiré. Et il y a eu 3 morts de nouveau. Le discours que prononce Georges Gratian sur la tombe, sur les 3 tombes, est devenu légendaire. C'est quelque chose que tout le monde doit connaître, tout le monde doit lire. Je l'ai publié intégralement. Je vous lis juste un tout petit passage. Qui veut du pain aura du plomb. Au nom de la loi, au nom de la force, au nom de la France, au nom de la loi qui vient de France. Pour nous, le pain n'est qu'un droit. Pour eux, le plomb est un devoir. Et dans l'histoire des peuples noirs, toujours à tort qui veut du pain et à raison qui donne du plomb. Ainsi vont les choses pour nous les Noirs. De mal en pis elles vont les choses. Réponds-moi, Suzanne Marie Calixte,
Belle et forte camarade, dis-moi quelle dernière prière tu venais d'adresser à ton Seigneur dans son église, que tu quittais à peine quand les gendarmes firent entrer la mort par un grand trou dans ton aisselle, à coups de mitrailleuse. Si ton Dieu t'accueille au ciel, tu lui diras comment les choses se sont passées. Tu lui diras que des Français forment ici une Gestapo qui assassine dans le dos au nom de la loi, au nom de la force, au nom de l'ordre, au nom de la France, au nom de l'ordre qui vient de France. Vous savez, Georges Gracian, il est connu pour avoir fait acquitter les 16 de Basse-Pointe en 51. Il va jouer un rôle considérable aussi au procès de l'OJAM, mais aussi au procès du Gong. C'est un tribun hors pair, vraiment. Je vous recommande les lectures autour de ces discours. Eh bien, le fait même qu'il y ait déjà eu 3 morts en 59, 3 morts en 61, l'OJAM, Organisation de la jeunesse autonomiste martiniquaise, estime que trop c'est trop et il faut entrer en scène. Et donc, ils vont le faire d'une façon la plus banale qui soit, aux vacances de Noël, puisque la plupart étaient des étudiants ou des jeunes avocats ou médecins qui venaient juste de commencer à pratiquer. Ils affichent dans les rues de Fort-de-France un tract, la Martinique aux Martiniquais. À 6 heures du matin, on les a tous ramassés, enfermés, et au bout de 2 mois, ils vont être transférés à Paris. Au total, il y en a 18 qui seront jugés. Alors, les choses vont se compliquer parce que ils vont trouver une soi-disant serviette avec des documents. Mais c'est le préfet, le fameux préfet Grolmoun, qui est à l'origine de tout ça. Un préfet complètement paranoïaque, qui va affoler tout le monde avec des déclarations mensongères, disant que les gars avaient déjà formé un gouvernement en exil, ils s'apprêtaient à avoir débarqué des Barbudos de Cuba, mais il les a traînés dans la boue. Et ce qui est plus triste, c'est que sans aucune preuve, sans vérifier, il a été totalement suivi par les conseillers généraux qui vont voter une motion dénonçant l'ingratitude de la jeunesse. Ils vont Grolmoun va faire très fort. Il convainc le gouvernement qu'il faut les faire passer devant la Cour de sûreté de l'État parce qu'ils sont dangereux, ils veulent séparer la Martinique de la France, etc. Et donc, ils sont déportés à Paris, prison de Fresnes. Et là, l'instruction commence à Paris, il est déplacé à Paris, sauf que le dossier est vide. Les ministres s'impliquent. À l'époque, c'était Jacquinot qui était ministre de l'Outre-mer. Jean Foyer, ministre de la Justice. Ils s'investissent pour enfoncer les gars. Mais le dossier est vide. Ce qui fait que, alors qu'on parlait de cour de sûreté de l'État, le dossier aboutit au tribunal correctionnel de la Seine et à une condamnation pour délit d'opinion. Rien de plus. Les avocats les tournent en ridicule, mais ça ne fait rien. Comme le dossier est politique, et Grolmoun, qui sent que, entre-temps, il est devenu secrétaire général de l'Outre-mer, il demande à venir témoigner. Les avocats de la défense refusent. Il envoie une lettre, il fait lire une lettre où il met en cause les gars. Il veut être sûr qu'on va les condamner. Et effectivement, les principaux seront condamnés. 4 ou 5 d'entre eux, il y en a 11 qui sont acquittés, il y en a 5 qui ont 4 ans de prison, 3 ans de prison et 2 ans de prison. Ils font appel. 8 mois après, en appel, on augmente les peines d'1 an et on les libère le jour même. Vous voyez, l'affaire de l'OJAM,
Le but était de tuer dans l'œuf le mouvement. Eh bien, le pouvoir gaulliste ne va pas retenir la leçon. Il va remettre ça avec le gong. C'est à peu près le même procédé, en plus compliqué sans doute. Alors, je ne vais pas parler du gong parce que je lui ai consacré au moins une trentaine, une quarantaine de pages sur son fonctionnement et tout, et tout, et tout. Simplement, il faut à la source comprendre qu'il y a une querelle idéologique en Guadeloupe qui va largement contribuer aux événements qui vont arriver, qui vont survenir en mai 67. Une querelle idéologique entre le Parti communiste d'un côté, qui a fait le ménage à partir de 58 avec l'arrivée de Bangou, le tandem Bangou-Œuvre-Mongène, ils ont écarté les pères de l'assimilation, c'est-à-dire Rosan Girard, Ibéné, ils sont écartés et ils mettent l'accent sur la jeunesse. Ils font conférence de la jeunesse en 60, ils mettent le paquet sur les jeunes. Il y a même un groupe qui est créé, le CPNJG, ce sont les jeunes communistes. Mais, à partir du congrès de 63, la naissance du gong les perturbe. Parce que la plupart des fondateurs du gong, et notamment Pierre Sainton, qui passe pour être l'initiateur, ils sont des anciens communistes. Beaucoup d'entre eux sont d'anciens communistes. Comme à Lojam d'ailleurs. À Lojam, c'était beaucoup d'anciens communistes. Et le Parti communiste voit rouge. Parce que la relation va être extrêmement tendue. Vous avez une guerre idéologique entre l'Étincelle, le journal des communistes, et le Gong Information. C'est d'une violence inouïe. Une violence inouïe. Et Bangou le vit très mal. Il pousse bien se démarquer. Au congrès de 1963, il prend comme option l'autonomie en accord avec la France. Alors là, c'était la pire des choses à faire. Même les jeunes communistes vont lui tourner le dos. Et ça, ils ne le prennent pas. Ils le vivent très mal au Parti communiste. Je sais, le temps me manque, je ne veux pas faire durer trop la conférence. Je pourrais vous lire des extraits de Gong Information et puis du Progrès social. Parce qu'il faut comprendre qu'il n'y a pas que le Gong. Il y a le groupe La Vérité, qui est bien implanté sur Pointe-à-Pitre, avec des gens comme Titor Degla. Et puis il y a le groupe Master, qu'on appelle le MDA, le Mouvement démocratique antillais, qui est autour du Progrès social, avec les frères Ward, avec Lauriette, avec Bassière, avec un certain nombre Romuald, etc. Et eux, ils se rangent peu ou prou du côté du Gong. Le divorce va être consommé en février 66 à la tricontinentale de La Havane. Là, à La Havane, ils vont tous se représenter, même les communistes y sont. C'est Danette qui y va pour le parti. À La Havane, le Gong prend l'option indépendance. Personne ne l'avait fait avant eux. Ils veulent l'indépendance de la Guadeloupe. Et surtout, ils s'alignent sur les positions chinoises. Vous savez, c'est la révolution culturelle en Chine à l'époque. Ils s'alignent sur les positions chinoises. Alors là, le ton monte encore davantage avec les communistes. Le divorce est consommé. Mais d'une violence, vous n'imaginez pas. Vous savez, quand on lit les rapports des renseignements généraux, ils se frottent les mains. Hein. Ils se frottent d'autant plus les mains que pour bien montrer qu'il est contre le Gong et qu'il faut bannir le Gong, Bangou s'est sérieusement rapproché du préfet. Et
il reçoit les ministres en grande pompe. Il faut dire que Bangou a un ami, un vieux camarade, qui était étudiant à Antony avec lui, et qui occupe qui occupe un poste clé à Médétom. Et Bangou lui rend visite régulièrement au ministère. Donc, vous voyez, je pense encore à cet article du Progrès social où il dit qu'il faut blanchir Bangou. Regardez-le, quand il reçoit un ministre, il est blanc comme neige. Personnellement, je ne l'ai pas trouvé, je ne l'ai pas vu. Mais beaucoup de gens m'ont certifié que Bangou aurait envoyé un télégramme appelant à la répression contre le Gong. Moi, je ne l'ai pas vu. Je l'ai cherché partout, même pas dans les dossiers de Focard, je n'ai vu ça nulle part. Donc moi, quand je n'ai pas de preuves, je ne dis pas. Mais j'ai un certain nombre de témoignages qui parlent de ça. C'est un des éléments qui fait que les événements de mai 67 vont virer un petit peu en grande partie disons que Bangou va être rejeté par la population, poursuivi même par la population. Ça va très mal se passer. Alors, l'année 67, c'est quand même 2 événements au Guadeloupe. Celui de Bastère, je ne vais pas m'insister là, ce qu'on appelle l'affaire Srinsky. Je ne vais pas insister, sauf pour dire, attention, là aussi on invente beaucoup de salades. Je vous assure que Srinsky n'a jamais lâché son chien sur Balzinc, le cordonnier. Ça me vaut des crachats et des bâtons quand je le dis. Mais que voulez-vous que je dise? Balzinc monte porter plainte à la police. Il dépose une plainte. À aucun moment, il ne dit que le gars a lâché son chien sur lui. Il y avait un contentieux entre les 2 hommes. Je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails. Qui était lié aux élections législatives une semaine plus tôt. C'est entre Archimède et Baclé. Tout le monde sait qu'Archimède a largement remporté cette élection. Sauf que les gaullistes en France, il leur manquait 2 sièges. Et donc, avec le décalage horaire, les 2 derniers résultats, c'est la 3e circonscription de Bastère, de la Guadeloupe et la 2e de Martinique. 2 communistes ont gagné. J'ai Archimède en Guadeloupe. Georges Gracian, justement, dont je vous parlais tout à l'heure, a gagné en Martinique. À 21h, on a coupé les infos. Je m'en souviens encore. Et sur Radio Paris, à l'époque, c'était Radio Paris, 6h du matin, on a appris la victoire de Baclé et de Petit en Martinique. C'était monstrueux. Vous savez, même le journal Le Monde a titré « Grâce à la fraude en Outre-mer, le pouvoir gaulliste sauve sa tête de justesse ». En quoi c'est intéressant? C'est que Balzinc, l'ouvrier que le chien aurait agressé, était un inconditionnel de Gertier Archimède. Srinsky, le vendeur de chaussures, de son pareil, était le bailleur de fonds des gaullistes. J'ai eu les témoignages des employés qui m'ont dit que pendant une semaine, ils se sont insultés. Il y a eu un échange ils se sont envoyés des monts d'oiseaux pendant une semaine. Et le samedi, Srinsky a dit à Balzinc, on ne veut pas voir devant le magasin au moins. Et effectivement, le lundi, Balzinc est venu faire son travail. Qu'a fait Srinsky? Il a dit au chien, dis bonjour au monsieur. La bête a posé les pattes sur Balzinc. Vous savez, Balzinc n'avait qu'une jambe. C'était un infirme. Balzinc est tombé. Et en allant au commissariat porter plainte, il a semé la parole en disant qu'on a lâché un chien sur lui. Bon, mais c'est pas ce qu'il dit. Même Félix Wade, qui écrit à De Gaulle pour protester, le 6 avril, ne parle pas de chien qui a mordu. Mais ça a été récupéré. Les poètes ont fait on a des œuvres d'art où on voit le sang qui gicle de la jambe du pauvre homme, etc. Non. Balzinc habitait les Mornes. Il faisait partie de ces gens de la Côte-sous-le-Vent qui sont descendus depuis les années 30, qui ont squatté
les mornes du bas du bourg. C'était mon à tout le monde. Il réparait les chaussures, il réparait les semelles. Tout le monde, tout Bastère le connaissait avec son second tout petit. Et toucher à Balzac, c'était un crime. Et il y avait un tel chômage, une telle tension, parce qu'il venait d'avoir 2 cyclones. Et là, c'était le domaine des dockers, les mornes. Il y a eu 2 cyclones, Cléo et Edith, et il n'y avait pas de travail, il n'y avait pas d'argent. Et les gens étaient déjà en colère, il y avait une tension. Ça a été le catalyseur, l'explosion. J'ai eu la chance de retrouver la fille de Srinsky qui m'a donné la version familiale. Bon, j'ai été honnête avec elle, je lui ai dit ce que j'avais trouvé, mais bon, elle m'a donné une version qui permet de nuancer les choses. Je passe très vite. Je ne retiendrai qu'une chose de Bastère. Un préfet, Bolotte, absent. Il était à Pointe-à-Pitre pendant les événements. Il se dépêche de venir à Bastère. Entre-temps, son sous-préfet, Maillard, tu dois l'avoir, Maillard. On le voit, Maillard, en train de pousser la Mercedes rouge de Srinsky avec les émeutiers pour la jeter sur le boulevard. Mais c'était l'ami de Srinsky. Il a voulu les éloigner du magasin. Vous voyez? C'est l'homme aux lunettes noires sur la photo. Il les a accompagnés. Et Maillard, j'y reviendrai parce qu'il va jouer un rôle décisif dans les événements de mai. Je retiens seulement que le préfet Bolotte, qui est comme tous ces types, ce sont des anciens de l'Algérie, de l'Indochine, etc., il est obnubilé par le gong. Il voit le gong partout. Le gong n'a rien. C'est une émeute populaire. Le gong n'a rien à faire. Oh oui, 2 membres vont descendre dans les rues le lendemain. S'il y a 3 jours d'émeute à Bastère. Ils descendent, bon, on a vu l'Oreillette avec sa ceinture frapper les petits jeunes. Bon, mais rien de plus. Vous savez que ça s'est terminé très vite. On a envoyé un Boeing de légionnaires, Puma, qui a débarqué vers les 17h le mercredi après-midi et qui, avec à coup de grenades lacrymogènes, a vidé la ville en 2 heures. Là, c'est un témoignage vécu puisque j'y étais. Et comme beaucoup d'entre vous sans doute. C'est militaire Puma qu'on avait fait venir. Alors, je rappelle, gardez ça en tête, Bolotte a dit, c'est le gong. Il demande à la DST de venir, etc. Mais ça n'aboutit à rien. La seule manifestation du gong, c'est le 1er mai à Cap-Esther, où il défile avec des pancartes, mais ça ne va pas plus loin. Vous savez, ce que moi j'ai écrit dans cet ouvrage sur mai 67 va apparaître complètement nouveau aux yeux de tous, pour la simple raison que Focard suivait l'affaire au jour le jour. Et Focard, chaque jour, faisait passer un billet à De Gaulle dans lequel il le mettait au courant des événements. Et avec ces billets, j'ai pu reconstituer beaucoup de choses. Pas seulement les billets, mais aussi dans les archives de Focard. Je vous ai parlé d'un réseau qu'il avait. Personne ne parle du CODIES. Or, je vous assure que le CODIES est le principal responsable des événements de mai 67. Le CODIES, ça veut dire le Comité de défense des intérêts économiques et sociaux de la Guadeloupe. Il s'agit d'un certain nombre de chefs d'entreprise, la plupart soit blanc pays, soit métro, qui ont très mal digéré le fait qu'à Bastère, on n'ait pas tiré. Ils font passer Bolotte pour un lâche. Ils massacrent Bolotte dans leur courrier. J'ai vu leur courrier. Je n'ai pas le droit de vous donner les noms parce que j'ai signé un engagement. C'était la condition pour avoir les dérogations. On nous fait signer un engagement parce que comme il s'agit d'histoire immédiate, les gens sont parfois vivants, ou en tout cas leurs enfants, et effectivement leurs enfants sont parfois mes amis.
j'ai découvert des choses incroyables. Je n'ai pas le droit d'en parler. Du moins, je n'ai pas le droit de donner des noms. Mais quand vous lisez, au mois d'avril, les événements c'est mai, vous lisez un courrier adressé à Focar par le président de ce fameux CODIES, qui a un nom bien connu dans Pointe-à-Pitre, dans le commerce. Mais il n'est pas lui, ses enfants, ses frères, ses enfants qui sont là, les morts. Le gars écrit à Focar, il est temps que le gouvernement crève l'abcès guadeloupéen et cautérise le mal. Il est temps de crever l'abcès guadeloupéen et de cautériser le mal. Et ce courrier et les nombreux autres courriers émanant des différents membres de ce fameux CODIES, ça monte à la tête de Focar. Il a bien compris, il faut frapper. La Martinique a déjà eu sa répression. La Guyane a déjà eu sa répression. Il faut faire. La Réunion a déjà eu sa répression. Il n'y a rien en Guadeloupe. Il faut marquer. Il faut marquer son territoire. Il faut faire quelque chose. Donc, c'est l'occasion qui fait le larron. On attend l'occasion. Et ce qui est triste, c'est que l'occasion va être offerte par nos propres compatriotes. Qu'est-ce que tout le monde a retenu? Qu'il y avait une grève d'ouvriers et qu'il y avait des négociations avec le patronat et qu'à la sortie à 13h, un des syndicalistes a dit, Brizard, le patron des patrons, déclaré, les nègres qui faim et qui vous prennent travail. Ces propos ont été tenus par Nicolas Ludger de la CGT. C'est un CGTiste en disgrâce. Il est furieux depuis 3 mois parce qu'il n'a pas été retenu comme candidat communiste pour les législatives. On lui a préféré Ibéné. Et il dénonce le fait que ce parti est un parti bourgeois qui ne nomme que des avocats, des médecins, des pharmaciens et pas les ouvriers comme lui. Il est en rupture. Il va être d'ailleurs exclu du Parti communiste. Et on est en train de le chasser de la CGT aussi. Vous voyez? Donc il fait de la surenchère. Il ne fait que ça depuis 3 mois. Et ses propos n'ont jamais été tenus. Pas seulement parce que j'ai vu la lettre de Brizard qui s'en défend, mais tout simplement parce que lisez les mémoires de l'autre syndicaliste, Paul Tomich, qui a écrit ses mémoires en 2 tomes, et qui était présent, et qui confirme mes propos. Jamais ça n'a été dit. C'est une rumeur propagée. Sauf que, au bout de 2-3 jours de grève, la tension était telle. Vous sortez ça, il est 13h, alors que les négociations n'étaient pas rompues. Il s'était arrêté pour aller déjeuner. Elle devait reprendre à 15h. Vous sortez ça à des ouvriers qui sont tendus, qui ont faim, qui sont sous le soleil. Lorsque les patrons cherchent à sortir, on leur balance des pierres et des conques de lampi. Chambre de commerce, l'ancienne chambre de commerce. Un des CRS perd un œil dans cette affaire-là. Il reçoit une conque de lampi, il perdra un œil. Et ça va être le détonateur. Parce que sur place, il y a Maillard. Il y a Maillard, le sous-préfet. Pourquoi il est là? Parce qu'il a épousé la fille du directeur de la Banque de la Guadeloupe, juste à côté. Il était chez son beau-père. Et il a tout vu. Et c'est lui qui va parler au commissaire Canales. Et Canales désigne Jacques Nestor dans la foule. On a la photo. On a la photo qui avait été prise 24 heures avant, au même endroit, par les renseignements généraux. Jacques Nestor, il est celui avec la casquette.
le commissaire Canales le désigne. Et un CRS lui tire. Alors là aussi, j'ai lu plein de choses. Notamment la balle qui entre et qui ressort par derrière. Ou encore, Nestor a été assassiné alors qu'il était adossé à un poteau. Et surtout, tout le monde, il n'y a jamais eu d'autopsie. C'est faux. J'ai retrouvé l'autopsie et j'ai publié l'autopsie des 5 premières victimes, dont Nestor. Et je l'ai retrouvé dans les archives du procureur, qui dit que Nestor, que la balle a pénétré dans la fesse gauche, a rompu l'artère iliaque et provoqué une hémorragie qui l'a tué en un quart d'heure. Sur les autres, vous verrez, il y en a un, toute sa cervelle est partie, l'autre c'est sa jambe. Bon, j'ai l'autopsie des 5 premières victimes. Forcément, ils étaient manifestants, etc. Sauf que dans le premier courrier, le procureur dit que le tireur n'est pas identifié, mais de toute façon, il fait partie des forces de l'ordre et il est passible du tribunal militaire. Il ne va pas dire ça longtemps. Le même procureur, 3 jours plus tard, vous dit, bon, ben, en vertu de telle ordonnance, telle loi, non-lieu. Non-lieu, impossible de mettre public, et impossible de trouver le tireur. Bon, vous connaissez la suite. Là, c'est exactement la même chose. Le gong n'est pas dans cette manifestation. Jacques Nestor était membre du gong, pas forcément le membre le plus éminent. Mais ils l'ont choisi, c'est lui qui était là. D'accord? Parmi les morts connus, le seul qui était au gong, c'était Landre, qui a été abattu à la cour Montbruno. Et les autres. Là, vous connaissez la version officielle. 7 morts. Moi, j'ai toujours dit, on ne saura jamais la vérité. Parce que j'ai essayé de reconstituer la chaîne du commandement. Tout le monde accable Bolotte, je vous assure que les archives me disent le contraire. Les tueries de Pointe-à-Pitre, c'est 26, 27, 28. Quand vous trouvez une lettre de Bolotte du 29 qui dit « J'ai enfin récupéré mes pouvoirs », ça veut dire qu'il ne les avait pas. Il avait perdu ses pouvoirs. En fait, Nestor a bien été assassiné par un CRS, mais dans l'heure qui suit, à 16h30, le général Kilikini est arrivé de la Martinique. Le commandant supérieur des armées, il est arrivé de la Martinique. Et comme c'est le jour qui était prévu pour le départ du commando de Puma qu'on avait fait venir pour les émeutes de Basse-Terre, ils étaient au Résé. On a annulé leur départ. Kilikini arrive, leur donne des armes, les met sur le char et leur dit feu vert, allez-y. C'est Kilikini qui ordonne le massacre. Et Kilikini, c'est qui? Il est comme ça avec Foccart. J'ai publié 2 lettres qui prouvent ça, qu'il est non seulement proche de De Gaulle, mais aussi de Foccart. Quand dans sa lettre, il dit de saluer Isa, sa femme, hein, et que Foccart lui répond, Isa va bien. Bon, c'est que quand même, vous connaissez. Manifestement, Foccart a appelé Kilikini et lui a dit de nettoyer. C'est un massacre. Je ne sais pas s'il était, on peut dire, programmé. Ils ont trouvé le prétexte. Ils ont massacré. Je sais que tout le monde attend. Je soulève la problématique du nombre de morts. Écoutez,
je dis et je répète, on ne saura jamais la vérité. Ça va de 7 au minimum, reconnu, en a les noms, au 87 de M. Lemoine, qui était ministre de l'Outre-mer, mais qui malheureusement a l'Alzheimer et n'a jamais dévoilé ses sources. Donc on n'en sait rien. Je n'en sais pas davantage. Mais, je vous ai dit que Foccart fait passer tous les jours un papier à De Gaulle. Et ces papiers sont dans les archives. Ils sont dans les dossiers de Foccart. Et parmi ces papiers, j'en ai trouvé un où dans la marge, à l'encre rouge, il a écrit 40 morts. J'ai commis une erreur dans l'ouvrage. J'ai mis 30 morts parce que j'ai oublié de vérifier. Je l'ai fait de mémoire. C'est après que je me suis rendu compte que c'était 40. Bon, là, on ne va pas épiloguer dessus. Je me souviens du fameux colloque qu'on avait tenu à Morne-à-l'Eau en 2016. On avait commis témoins, journalistes, historiens, on avait confronté nos sources. On était arrivé à cette conclusion qu'il y avait bien plus de morts que les 8 morts. Je ne connais pas ces sources, mais Cruzol, l'économiste martiniquais, dans le monde diplomatique de juin 1977, parle aussi de 40 morts. Mais je ne connais pas sa source. En 1977, il parle de 40 morts également. La suite, vous la connaissez. On va faire une rafle. On va arrêter les gars du Gong, mais pas seulement ceux du Gong, ceux du groupe de Bastère. On a appelé ça le procès du Gong, mais ça, c'était plus que le procès du Gong. Les accusés se font accusateurs, retournent les arguments contre le pouvoir, et puis surtout la presse n'en est pas. Le journal Le Monde, par exemple, s'est surpassé. Je vous renvoie aux articles de Marc Théolière dans Le Monde. C'est extraordinaire. Mais il tourne l'accusation en ridicule. Et puis vous avez Jean-Paul Sartre, vous avez Césaire, vous avez des témoignages, Valentino, des témoignages extraordinaires, qui fait que la pression qu'avait mis le gouvernement pour l'affaire de l'OJAM n'a pas été possible pour le Gong. Donc, ils ont été acquittés. Il y a eu 2 peines de principe, mais ils ont été acquittés. Voilà. Vous savez, les gaullistes, De Gaulle s'en va, Pompidou arrive. Vous avez un ministre de l'Outre-mer qui s'appelait Pierre Messmer, l'ancien ministre des Armées, qui deviendra lui-même Premier ministre. Il résume dans une formule l'évolution après 1970. Pas de divorce avec pension. C'est très clair. Vous voulez quoi? Vous voulez l'autonomie? Je me souviens, j'étais étudiant à Bordeaux, je suis venu pour ma maîtrise en Guadeloupe, c'était les élections législatives. J'ai vu de mes yeux des CRS en train de peindre sur les murs et sur les routes. Indépendance égale assiettes vides. Je les ai vus. Et donc, l'élection se joue entre départementalistes et autonomistes. Et évidemment, on va arriver à cette fameuse élection où il y aura 3 autonomistes, 3 départementalistes qui vont être élus. Hein? Et la Vox Populi disait que c'était un bègue, Guillaume, un borgne, Hélène, le borgne c'était Jalton, et un fou, c'était Hélène. Il avait des problèmes aussi. Bon, les années 70, ce n'est pas les années 60. Hein. Je crois que, comme pour l'OJAM, ils ont réussi à étouffer la chose.
Je préfère m'arrêter pour que vous puissiez, pour privilégier le débat. Je vous remercie.